Bonjour, bienvenue sur La Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais reprendre la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Pardon. Excusez-moi, j'avais envie de bâiller. Donc, Jane Eyre, Charlotte Brontë, et nous en sommes, j'en suis au chapitre 33. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Le temps se gâte, hein. Il faut le dire franchement, le temps se gâte. Quand Mr. St. John partit, il commençait à neiger. La tourmente continua toute la nuit. Le lendemain, un vent glacial amena de nouvelles chutes aveuglantes. Dès le crépuscule, la vallée obstruée était presque impraticable. J'avais fermé mon volet, mis un paillasson devant la porte pour empêcher la neige de s'engouffrer en dessous. J'attisai le feu et après être restée assise près d'une heure devant l'âtre à écouter la fureur assourdie de la tempête, j'allumai une chandelle, je pris Marmion et me mis à lire. Le jour finissant s'attardait sur l'escarpement du château de Norham, sur la rivière Tweed, belle, large, profonde, sur les monts Cheviot solitaires. Une lumière dorée baignait les tours massives, le donjon et les murailles qui les flanquaient. La musique des vers me fit bientôt oublier l'ouragan. J'entendis un bruit. C'est le vent, pensai-je, qui secoue la porte. Non. C'était St. John Rivers qui, soulevant le loquet, surgissait de la froide bourrasque, de l'obscurité hurlante et se tenait debout devant moi. Le manteau qui couvrait sa haute silhouette était aussi blanc qu'un glacier. Je fus presque atterrée. Je m'attendais si peu à ce que quelqu'un vînt ce soir de la vallée bloquée. « Y a-t-il de mauvaises nouvelles ?» demandai-je. « Est-il arrivé quelque chose ?»« Non, comme vous vous alarmez vite, » répondit-il en enlevant son manteau qu'il suspendit derrière la porte contre laquelle il repoussa tranquillement le paillasson déplacé en entrant. Il secoua la neige de ses bottes et dit « Je vais salir votre dallage si propre, mais il faut m'excuser pour cette fois. » Il s'approcha du feu. « J'ai eu bien du mal à arriver jusqu'ici, je vous assure, fit-il observer, en se chauffant les mains au-dessus de la flamme. J'ai été pris jusqu'à la ceinture dans un amoncellement de neige. Elle est heureusement encore très molle. » Je ne pus m'empêcher de lui dire « Mais pourquoi êtes-vous venu ?» Voilà une question peu hospitalière à poser à un visiteur, mais puisque vous la posez, je vous répondrai que c'est simplement pour causer un instant avec vous. J'étais là du mutisme de mes livres, du vide de ma maison. En outre, depuis hier, j'éprouve l'impatience de celui à qui l'on a raconté la moitié d'une histoire et qui brûle d'en connaître la suite. Il s'assit. Je me rappelais sa singulière conduite de la veille et commençais à craindre sérieusement pour sa raison. S'il était fou, sa folie était en tout cas bien froide, bien calme. Ce beau visage ne m'était jamais apparu plus semblable à du marbre sculpté qu'en ce moment où il rejetait de son front ses cheveux mouillés de neige, tandis que la lueur du feu éclairait librement ce front et les joues d'une égale pâleur, sur lesquelles je découvris, non sans chagrin, les traces profondes, nettement gravées des soucis et de la souffrance. J'attendis, espérant qu'il allait dire quelque chose que, du moins, je pourrais comprendre. Mais il avait posé la main sur son menton, un doigt sur ses lèvres, et s'abandonnait à ses pensées. Je fus frappée de voir que sa main était aussi amaigrie que son visage. Un flot de pitié, peut-être inutile, déborda de mon cœur et me fit dire « Je voudrais que Diana ou Mary vînt vivre avec vous. C'est bien triste pour vous d'être tout seul, et vous êtes d'une imprudence téméraire en ce qui concerne votre santé. » « Pas du tout, dit-il. Je prends soin de moi quand cela est nécessaire. En ce moment, je me sens bien. Qu'est-ce qui ne va pas, d'après vous ?» Il avait dit cela avec une indifférence insouciante et distraite qui montrait que ma sollicitude était, du moins à son avis, tout à fait superflue. Je gardai donc le silence. Il continuait à passer lentement le doigt sur sa lèvre supérieure, les yeux toujours fixés, comme en un rêve, sur le brasier de la grille. Je crus indispensable de dire quelque chose et lui demandai bientôt s'il ne sentait pas un courant d'air froid venant de la porte qui était derrière lui. « Non, non, répondit-il d'un ton bref, avec un peu d'humeur.
Eh bien, pensais-je, si vous ne voulez pas parler, vous n'avez qu'à vous taire. Je vais maintenant vous laisser tranquille et retourner à mon livre. Sur quoi je mouchai la chandelle et repris la lecture de Hermione. Je l'entendis bientôt remuer et instantanément ses mouvements attirèrent mes regards. Il se contenta de tirer de sa poche un portefeuille en maroquin pour y prendre une lettre qu'il lut en silence, après quoi il la replia, la remit à sa place et retomba dans sa méditation. Il était inutile d'essayer de lire alors qu'il était là, devant moi, aussi impénétrable qu'un meuble. Et, à bout de patience, il me fut impossible de rester muette plus longtemps. Libre à lui, s'il le voulait, de m'envoyer promener, mais j'étais décidée à parler. « Avez-vous de récentes nouvelles de Diana et de Mary ?»« Aucune, depuis la lettre que je vous ai montrée il y a 8 jours. »« Il n'y a pas eu de changement dans les dispositions que vous avez prises. N'allez-vous pas être appelé à quitter l'Angleterre plus tôt que vous ne vous y attendiez ?»« Je crains bien que non. Une telle chance ne m'arrivera pas. » Échouant encore, je changeai de conversation. J'eus l'idée de lui parler de l'école et de mes élèves. La mère de Mary Garrett va mieux, dis-je. Mary est revenue en classe ce matin. La semaine prochaine, j'aurai 4 nouvelles fillettes de Foundry Close. Elles seraient même venues aujourd'hui si la neige ne les en avait empêchées. Vraiment. C'est Mr. Oliver qui paiera pour 2 d'entre elles. Ah, à l'occasion de Noël, il a l'intention d'organiser une fête pour toute l'école, je sais. Est-ce vous qui le lui avez suggéré? Non. Qui alors? Sa fille, je suppose. C'est bien d'elle, elle a si bon cœur. Oui. De nouveau, il y eut une pause. L'horloge sonna 8 coups. Cela le fit se ressaisir. Il décroisa les jambes, se redressa sur sa chaise et se tourna vers moi. « Laissez là votre livre un moment et approchez-vous davantage du feu, dit-il. Étonné, et ne revenant pas de mon étonnement, je fis ce qu'il me demandait. « Il y a une demi-heure, poursuivit-il, je vous ai dit mon impatience d'entendre la suite d'une histoire. À la réflexion, je crois que tout se passera mieux si, assumant le rôle de narrateur, vous devenez mon auditrice. Avant de commencer, il n'est que juste de vous avertir que ce récit va vous paraître quelque peu usé. Mais il arrive souvent que des détails dont l'intérêt s'était estompé reprennent quelque peu de fraîcheur en passant par une autre bouche. Au surplus, banal ou original, ce récit sera court. Il y a 20 ans, un pasteur sans fortune, peu importe son nom pour l'instant, s'éprit de la fille d'un homme riche, qui s'était elle aussi éprise de lui. Elle l'épousa, malgré l'opposition de toute sa famille, qui, en conséquence, la désavoua aussitôt après le mariage. À peine 2 années s'étaient-elles écoulées que ce couple téméraire avait cessé de vivre. Tous deux reposent tranquillement côte à côte sous la même dalle. Je l'ai vue. C'est une de celles qui recouvrent le vaste cimetière autour de la vieille et austère cathédrale, noire de suie, d'une ville manufacturière surpeuplée du comté de... Il laissait une fille que, dès sa naissance, la charité reçut en son giron, froid comme la neige amoncelée dans laquelle j'ai failli être ensevelie ce soir. La charité conduisit la petite créature abandonnée dans la demeure de sa riche famille maternelle où elle fut élevée par sa tante par alliance qui s'appelait, j'en arrive à présent au nom, Mrs. Reed de Gateshead. Vous sursautez. Avez-vous entendu du bruit? Sans doute n'est-ce qu'un rat escaladant les poutres de la salle de classe, à côté. Elle servait de grange avant que je ne la fisse réparer et transformer, et les granges sont généralement infestées de rats. Je reprends. Mrs. Reed garda l'orpheline chez elle pendant 10 ans. La petite fut-elle heureuse ou non avec sa tante, je n'en sais rien, personne ne me l'a jamais dit. Après ce temps, Mrs. Reed l'envoya dans un endroit que vous connaissez et qui n'est autre que Lowood, où vous êtes vous-même resté si longtemps. Elle y a fait, dit-on, une carrière fort honorable. Après avoir été élève, elle devint maîtresse comme vous. Je suis vraiment frappée des points communs entre son histoire et la vôtre. Elle quitta alors Lowood pour être institutrice dans une famille. Là encore, vos destins sont semblables. Et y entreprit l'éducation de la pupille d'un certain Mr. Rochester. « Monsieur Rivers, interrompis-je. Je devine vos sentiments, dit-il. Mais contenez-les un instant, j'ai presque terminé. Écoutez-moi jusqu'au bout. Du personnage de Mr. Rochester, j'ignore tout, si ce n'est qu'il eut la prétention d'offrir à cette jeune fille un mariage honorable et qu'à l'hôtel même, elle découvrit qu'il avait déjà une femme qui vivait encore, mais qui était folle.
On ne peut que conjecturer ce que furent par la suite la conduite et les intentions de Mr. Rochester. Mais quand survint un événement qui rendit nécessaire de faire une enquête sur l'institutrice, on constata qu'elle était partie. Nul ne savait quand, où, ni comment. Elle avait quitté Thornfield Hall la nuit. Toutes les recherches pour la retrouver furent vaines. La contrée fut bâtie de long en large sans que l'on pût recueillir la moindre trace d'information. Pourtant, il devient sérieusement urgent de la retrouver. On a publié des annonces dans tous les journaux. Moi-même, j'ai reçu une lettre d'un certain Mr. Briggs, avoué, me communiquant les détails que je viens de vous donner. N'est-ce pas une étrange histoire ? Vous êtes si bien renseigné que vous devez certainement être en mesure de me dire seulement ceci. Qu'est-il advenu de Mr. Rochester ? Comment va-t-il ? Où est-il ? Que fait-il ? Va-t-il bien ? Je ne sais absolument rien concernant Mr. Rochester. La lettre n'en fait mention que pour relater la tentative illégale et de mauvaise foi à laquelle je viens de faire allusion. Vous devriez plutôt me demander le nom de l'institutrice, la nature de l'événement qui exige sa présence. Personne n'est donc allé à Thornfield Hall. Personne n'a vu Mr. Rochester. Sans doute que non. Mais on lui a écrit, bien entendu. Qu'a-t-il répondu ? Qui possède ces lettres ? Mr. Briggs me fait savoir que la réponse à sa requête n'était pas de Mr. Rochester, mais d'une dame. Elle était signée Alice Fairfax. Je me sentis frissonnante, atterrée. Sans doute mes pires craintes s'étaient-elles réalisées. Il avait dû quitter l'Angleterre et, dans la folie du désespoir, fuir en hâte vers quelque endroit du continent qu'il fréquentait jadis. Quel adoucissement à ses vives souffrances, quel objet pour satisfaire la violence de ses passions avait-il tenté d'y trouver ? Je n'osais répondre à cette question. Oh, mon pauvre maître, qui avait été presque mon époux, que j'avais souvent appelé mon cher Edward. Ce devait être un homme peu recommandable, observa Mr. Rivers. Vous ne le connaissez pas, n'émettez pas d'opinion sur lui, dis-je avec chaleur. Très bien, répondit-il tranquillement. Du reste, j'ai l'esprit préoccupé d'autre chose que de lui. J'ai mon histoire à terminer. Puisque vous ne voulez pas demander le nom de cette institutrice, il faut que je le dise de moi-même. Attendez, je l'ai là. Il est toujours préférable que les choses importantes soient loyalement couchées par écrit, noir sur blanc. Une fois de plus, il prit résolument son portefeuille, l'ouvrit, y chercha quelque chose et sortit d'une des poches un petit bout de papier usagé, déchiré à la hâte, dans lequel je reconnus par sa contexture et les taches de bleu d'outre-mer, de laque et de vermillon, le bord arraché du papier qui recouvrait le portrait. Il se leva, l'approcha de mes yeux et j'y lus, tracé à l'encre de Chine et de ma propre écriture, les mots « Jane Eyre ». Conséquence sans nul doute d'un instant de distraction. Briggs m'avait écrit au sujet d'une Jane Eyre, dit-il. Les annonces recherchaient une Jane Eyre. Je connaissais une Jane Elliot. J'avoue que j'ai eu des soupçons, mais c'est seulement hier après-midi qu'ils se sont soudain mués en certitude. Reconnaissez-vous que c'est votre nom ? Renoncez-vous à votre nom d'emprunt ? Oui, mais où est Mr. Briggs ? Il en sait peut-être plus long que vous sur Mr. Rochester. Briggs est à Londres. Je doute qu'il sache quoi que ce soit sur Mr. Rochester. Ce n'est pas Mr. Rochester qui l'intéresse. En attendant, vous oubliez le point essentiel pour vous arrêter à des vétilles. Vous ne demandez pas pourquoi Mr. Briggs vous a recherché, ce qu'il vous voulait. Eh bien, que me voulait-il donc ? Simplement vous dire que votre oncle, Mr. Eyre de Madère, est mort, qu'il vous a laissé tous ses biens, que vous êtes maintenant riche. Simplement cela, rien de plus. Moi, riche. Oui, vous êtes riche, une héritière authentique. Un silence s'ensuivit. Bien entendu, vous aurez à prouver votre identité, reprit bientôt St. John. Et c'est là une démarche qui ne présentera aucune difficulté. Vous pourrez alors entrer en possession immédiate de votre fortune qui est investie dans des fonds d'État anglais. Briggs a le testament et les documents nécessaires. Une nouvelle carte venait d'être retournée. C'est une chose merveilleuse, lecteur, que de s'élever d'un seul bond de la pauvreté à la richesse. Oui, vraiment merveilleuse, mais dont on ne peut jouir sur le champ parce que, dans l'immédiat, elle dépasse l'entendement. Il y a dans la vie des aventures beaucoup plus palpitantes et qui, bien davantage, vous transportent de plaisir. Celle-ci est tangible, propre au monde présent, sans rien d'idéal.
Tout ce qu'elle évoque a quelque chose de matériel, de mesuré, et ne donne lieu qu'à des manifestations du même ordre. On ne se met pas à sauter, à bondir, à crier « Hurrah !» en apprenant que l'on est devenu riche. On commence à réfléchir aux responsabilités, à penser aux affaires. Sur un fond de joie solide, de graves soucis surgissent et l'on se contient considérant son bonheur d'un front grave. De plus, les mots legs, testament vont de pair avec les mots mort, funérailles. Je venais d'apprendre que mon oncle, mon seul parent, était mort. Depuis que j'avais eu connaissance de son existence, j'avais caressé l'espoir de le voir quelques jours, ce qui désormais était devenu impossible. Enfin, cette fortune ne revenait qu'à moi, non pas à moi et à une famille qui s'en serait réjouie, elle revenait à moi toute seule. Sans doute était-ce là grande faveur. Je me rendais compte que l'indépendance allait être une chose magnifique, et à cette pensée mon cœur se gonflait. Votre front se détend enfin, dit Mr. Rivers. J'ai cru que Méduse avait fixé sur vous son regard et que vous vous trouviez changé en pierre. Peut-être allez-vous me demander à présent à combien s'élève votre fortune. À combien s'élève donc ma fortune? Oh, une bagatelle. Rien, bien entendu, qui vaille qu'on en parle. 20 000 livres. Je crois que c'est le chiffre mentionné. Mais qu'est-ce que cela? 20 000 livres. Ce fut un nouveau coup de massue. J'avais songé à 4 ou 5 000 livres. Un instant, cette nouvelle me coupa réellement le souffle. Mr. St. John, que je n'avais jamais encore entendu rire, s'esclaffa. « Ma foi, dit-il, si vous aviez commis un meurtre et que je sois venu vous apprendre que votre crime a été découvert, vous n'auriez guère l'air plus effaré. » C'est une somme considérable, ne pensez-vous pas qu'il y ait erreur? Il n'y a pas la moindre erreur. Peut-être avez-vous mal lu les chiffres, ce doit être 2000. C'est écrit en lettres, non pas en chiffres, 20 000. Je me fis alors l'effet de quelqu'un ayant des capacités gastronomiques moyennes qui se trouverait assis tout seul à festoyer devant une table couverte de vivres pour 100 personnes. Mr. Rivers se leva alors et mit son manteau. Si la tempête n'était pas aussi déchaînée cette nuit, je vous enverrai Hannah pour vous tenir compagnie. Vous aviez l'air si terriblement triste que l'on ne peut vous laisser seul. Mais Hannah, la pauvre femme, serait incapable d'enjamber comme moi les monceaux de neige. Elle n'a pas les jambes aussi longues. En sorte qu'il faut que je vous abandonne à vos chagrins. Bonsoir. Il soulevait déjà le loquet quand soudain une idée me vint à l'esprit. « Attendez une minute, m'écriai-je. Eh bien, je suis intriguée. Je voudrais bien savoir pourquoi Mr. Briggs vous a écrit à mon sujet. Comment a-t-il eu connaissance de vous et a-t-il pu s'imaginer que, vivant dans un endroit aussi perdu, vous seriez en mesure de l'aider à me découvrir ? » « Oh, parce que je suis pasteur, dit-il, et que l'on a souvent recours au clergé pour des cas extraordinaires. » De nouveau, il y eut un bruit de loquet. « Non, cela ne me satisfait pas, m'écriai-je. Il y avait en effet quelque chose dans cette réponse hâtive et évasive qui, au lieu de calmer ma curiosité, la piquait plus que jamais. « C'est une affaire bien singulière, ajoutai-je. Il faut que j'en sache plus long. Une autre fois. Non, ce soir. Ce soir. » Et comme il s'éloignait de la porte, je lui en barrai l'accès. Il avait l'air assez embarrassé. « Vous ne partirez certainement pas avant de m'avoir tout dit, repris-je. Je préférerais n'en rien faire pour le moment. »« Vous parlerez, il le faut. J'aimerais mieux que vous soyez informé par Diana ou par Mary. » Bien entendu, ces réticences excitaient au plus haut point mon désir de savoir. Il fallait qu'il fût satisfait et sans délai. Je le lui dis. « Mais... » répondit-il, « je vous ai averti que j'étais un homme dur, difficile à persuader. Moi aussi, je suis une femme dure, impossible de différer. Et puis, poursuivit-il, je suis froid, aucune ardeur ne me touche. Tandis que moi, je suis ardente. Or, le feu fait fondre la glace, la flamme a dissous toute la neige de votre manteau, et en conséquence, l'eau a ruisselé sur le dallage. On croirait voir une rue où l'on n'a fait que piétiner. Si vous voulez que je vous pardonne le crime épouvantable, le délit d'avoir salé une cuisine sablée, dites-moi ce que je désire savoir. »« Qu'il en soit ainsi, dit-il, je me rends. Sinon à votre ardeur, du moins à votre persévérance, tout comme la pierre se laisse user par l'eau qui tombe sur elle continuellement, goutte à goutte. D'ailleurs, il faudra bien que vous le sachiez quelque jour. Autant vous le dire maintenant que plus tard. Vous vous appelez Jane Eyre ? Mais oui, c'est un fait déjà établi. Vous ne savez peut-être pas que je porte le même nom que vous, que j'ai été baptisé St. John Eyre Rivers. Non, vraiment ?
Je me souviens à présent d'avoir vu la lettre E parmi les initiales écrites sur des livres qu'à plusieurs reprises vous m'aviez prêtés, mais je ne me suis jamais demandé quel nom elle représentait. Mais alors, voyons. Je m'arrêtais, n'osant concevoir et moins encore exprimer la pensée qui venait de surgir dans mon esprit, qui y prenait corps et, en une seconde, était devenue une forte et sérieuse probabilité. Les faits se combinaient, concordaient, s'ordonnaient. La chaîne qui, jusque-là, gisait en un amas informe d'anneaux, se tendait toute droite. Chacun de ces maillons était parfait, leur jonction complète. D'instinct et avant que St. John eût prononcé un autre mot, je savais ce qu'il en était. Mais ne pouvant attendre du lecteur la même perception intuitive, je vais répéter l'explication qu'il me donna. Ma mère s'appelait Eyre. Elle avait 2 frères, l'un pasteur qui épousa Miss Jane Reed de Gateshead, l'autre John Eyre, Esquire, négociant décédé à Funcall, Madère. Non, je ne sais pas. Mr. Briggs, en sa qualité d'avoué de Mr. Eyre, nous a écrit au mois d'août dernier pour nous faire part de la mort de notre oncle et nous apprendre qu'il avait laissé sa fortune à la fille de son frère, le pasteur, qui était orpheline. Il nous déshéritait par suite d'une querelle jamais pardonnée qu'il avait eue avec mon père. Mr. Briggs m'a écrit de nouveau il y a quelques semaines pour nous informer de la disparition de l'héritière et nous demander si nous possédions quelques indications à son sujet. Un nom écrit par hasard sur un bout de papier m'a permis de la découvrir. Vous savez le reste. Une fois encore, il voulut partir, mais je m'adossai à la porte. « Laissez-moi parler, je vous en prie. Mais accordez-moi un instant pour reprendre haleine et réfléchir. » Je demeurai silencieuse. Il se tenait devant moi, son chapeau à la main, paraissant assez calme. Je repris alors. « Votre mère était la sœur de mon père. »« Oui. » »« Elle était donc ma tante. » Il s'inclina. « Mon oncle John était votre oncle. Vous, Diana et Mary, vous êtes les enfants de sa sœur, comme je suis l'enfant de son frère, sans aucun doute. Vous êtes donc tous les 3 mes cousins. La moitié de notre sang, de votre côté comme du mien, vient de la même source. Oui, nous sommes cousins, oui. » Tandis que je le regardais, j'avais l'impression d'avoir trouvé un frère dont je pouvais être fière et que je pouvais aimer. 2 sœurs dont les qualités étaient telles qu'elles m'avaient inspiré une affection et une admiration profondes, alors qu'elles n'étaient encore pour moi que des étrangères. Ces jeunes filles que j'avais contemplées avec un mélange si amer d'intérêt et de désespoir, à genoux sur la terre humide, à travers les petits carreaux de la fenêtre basse de la cuisine de Moor House, étaient mes proches parentes. Ce noble jeune homme qui m'avait trouvée presque mourante sur son seuil m'était allié par le sang. Quelle merveilleuse découverte pour moi. L'infortuné, l'isolé, c'était cela la véritable richesse, la richesse du cœur. Mine d'affection pure et consolatrice, éblouissant présent qui transporte d'ardeur et de joie, non à la façon de l'or, dont magnifique et bienvenu à sa manière sans doute, mais pesant, et dont le fardeau même atténue le plaisir qu'il donne. Ce bonheur imprévu me fit battre des mains, mon pouls se mit à bondir, le sang tressaillait dans mes veines. « Oh, je suis heureuse, m'écriai-je. St. John sourit. « Ne vous ai-je pas dit que vous négligiez les points essentiels pour vous arrêter à des vétilles ?» reprit-il. « Vous êtes demeuré grave lorsque je vous ai appris que vous veniez d'hériter d'une fortune, et voici qu'à présent vous êtes tout en émoi pour une chose sans importance. Que pouvez-vous vouloir dire ? C'est peut-être une chose sans importance pour vous qui avez des sœurs et vous souciez peu d'une cousine. Mais moi, je n'avais personne. Et 3 cousins, ou 2 si vous préférez ne pas être du nombre, que je n'ai pas vu grandir, viennent de naître dans mon univers. Je ne puis que redire combien je suis heureuse. » Je me mis à marcher rapidement dans la pièce et finis par m'arrêter, à demi suffoquée par des pensées qui jaillissaient trop vite pour les faire miennes, les pénétrer, les ordonner. J'entrevoyais ce qui était réalisable et qui se réaliserait ce qui allait et devait se passer. En regardant le mur nu, je crus voir un ciel couvert d'étoiles dont chacune dans sa course ascendante éclairait mes projets, mon ravissement. J'allais pouvoir faire bénéficier de ma bonne fortune ceux qui m'avaient sauvé la vie et à qui, dans mon dénouement, je n'avais donné jusqu'ici que mon affection. Ils étaient sous un joug dont je pouvais les libérer, ils étaient dispersés, je les réunirais.
Ils devaient partager l'indépendance, l'opulence dont je me trouvais favorisée. N'étions-nous pas 4? En partageant équitablement 20 000 livres, chacun en aurait 5 000. C'était suffisant, et plus qu'il ne fallait. Justice serait ainsi faite, notre bonheur mutuel assuré. À présent, la richesse ne me pesait plus. Ce n'était pas de pièces d'or qu'il s'agissait, mais d'un héritage de vie, d'espoir et de félicité. Je ne puis dire quel était mon comportement tandis que toutes ces idées m'assaillaient, mais je m'aperçus bientôt que Mr. Rivers avait placé une chaise derrière moi et qu'il essayait gentiment de m'y faire asseoir. Il m'exhortait aussi au calme, mais ses insinuations quant à mon état de faiblesse, de folie, ne m'inspiraient que mépris. Je repoussai sa main et repris ma marche à travers la pièce. « Écrivez dès demain à Diana et à Mary, lui dis-je, et dites-leur de revenir sans retard à la maison. J'ai entendu dire à Diana que sa sœur et elle s'estimeraient riches avec 1 millier de livres. Avec 5 000 livres, elles seront tout à fait à l'aise. Dites-moi où je puis vous trouver un verre d'eau, dit St. John. Il faut vraiment que vous fassiez un effort pour maîtriser vos sentiments. Sottise! Et vous, quel genre d'effet ce legs va-t-il avoir sur vous? Vous retiendra-t-il en Angleterre? Vous incitera-t-il à épouser Miss Oliver et à vous établir comme tout autre mortel? Vous divaguez, votre tête se trouble, je vous ai communiqué cette nouvelle avec trop de brusquerie. L'excitation que vous en ressentez est au-dessus de vos forces. Monsieur Rivers, vous me faites perdre toute patience. Je sais parfaitement ce que je dis. C'est vous qui ne comprenez pas, ou plutôt qui est affecté de ne pas comprendre. Si vous étiez un peu plus explicite, peut-être vous comprendrais-je mieux. Explicite. Mais qu'y a-t-il à expliquer? Vous ne pouvez pas ne pas voir qu'en partageant également 20 000 livres, la somme en question entre le neveu et les 3 nièces de notre oncle, il en reviendra 5 000 à chacun. Ce que je désire, c'est que vous écriviez à vos sœurs pour les informer de la fortune qui leur revient. Qui vous revient, voulez-vous dire? Je vous ai déjà fait connaître mon opinion sur ce sujet. Je suis incapable d'en changer. Je ne suis pas d'un égoïsme inhumain, d'une injustice aveugle, d'une ingratitude infernale. Qui plus est, je suis résolue à avoir un foyer, une famille. J'aime Moor House et je veux vivre à Moor House. J'aime Diana et Mary, je veux m'attacher à elles pour la vie. Si c'est un bienfait pour moi, un bonheur, d'avoir 5 000 livres, ce serait un tourment, une oppression d'en posséder 20 000 qui, d'ailleurs, ne m'appartiendraient jamais en toute équité, même si la loi me les attribue. Je vous abandonne donc ce qui m'est absolument superflu. Qu'il n'y ait pas d'opposition, pas de discussion là-dessus, que ce soit entendu entre nous et décidé dès à présent. C'est là agir sur une première impulsion. Il est nécessaire que vous réfléchissiez à cela durant quelques jours pour que vos paroles soient considérées comme valables. Oh, si vous ne doutez que de ma sincérité, je suis tranquille. Vous n'êtes pas sans voir que ce n'est que justice. Je reconnais là, en effet, une certaine justice, mais elle est contraire à toutes les coutumes. En tout état de cause, vous avez droit à la fortune entière. Mon oncle l'a gagnée par ses propres efforts. Il était bien libre de la laisser à qui bon lui semblait, et c'est à vous qu'il l'a léguée. Vous pouvez en somme la garder en toute justice, en toute tranquillité de conscience, la considérer comme absolument vôtre. Pour moi, dis-je, c'est autant une question de sentiment que de conscience, et il faut que je cède à mes sentiments, j'en ai eu si rarement l'occasion. Même si vous discutiez, si vous me faisiez des objections, si vous m'importuniez pendant toute une année, je ne pourrais renoncer au plaisir délicieux que je viens d'entrevoir. Celui de m'acquitter en partie d'une immense dette de reconnaissance, de me faire des amis pour toute la vie. Vous pensez ainsi maintenant, répliqua St. John, parce que vous ignorez ce que c'est que posséder et, par conséquent, jouir de la fortune. Vous ne pouvez vous représenter l'importance que vous donnerait 20 000 livres de la place qu'il vous serait possible d'occuper dans la société, des perspectives qui vous seraient ouvertes. Vous ne pouvez, et vous, interrompis-je, vous ne pouvez vous imaginer mon ardent désir d'amour fraternel. Je n'ai jamais eu de foyer, je n'ai jamais eu de frères ni de sœurs. Il me les faut et je les aurai. Refusez-vous de m'accepter, de me reconnaître pour votre sœur? Jane, je serai votre frère, mes sœurs seront vos sœurs, sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'au sacrifice de vos justes droits. Mon frère, oui, à 1000 lieues d'ici. Mes sœurs, esclaves au milieu d'étrangers. Moi, riche, gorgée d'un or que je n'ai pas gagné, que je ne mérite pas. Vous, sans un penny, fameuse égalité. Belle fraternité, étroite union, profond attachement. Mais Jane, vos aspirations à vous créer des liens familiaux, à jouir du bonheur domestique, peuvent se réaliser autrement que par les moyens que vous envisagez. Vous pouvez vous marier. Sottise, encore me marier. Je ne veux pas me marier et ne me marierai jamais.
C'est trop vous avancer. Des affirmations aussi imprudentes sont la preuve de la surexcitation où vous êtes. Je ne m'avance pas trop. Je sais ce que j'éprouve et avec quelle aversion mon esprit s'éloigne de l'idée même du mariage. Personne ne m'épouserait par amour et je ne veux pas que l'on me considère comme l'objet d'une simple spéculation financière. Je ne veux pas d'un étranger, de quelqu'un différent de moi avec qui je ne pourrais sympathiser. Je veux mes parents, ceux avec qui je me sens en parfaite communauté de sentiments. Redites-moi que vous voulez bien être mon frère. Lorsque vous avez prononcé ces mots, ils m'ont donné satisfaction, ils m'ont rendue heureuse. Répétez-les, s'il est possible, répétez-les avec sincérité. Je le puis certainement. Je sais que j'ai toujours aimé mes sœurs et je sais sur quoi est fondée mon affection pour elles. Sur le respect de leurs valeurs et l'admiration de leurs talents. Vous aussi, vous avez des principes, vous êtes intelligente. Vous avez les mêmes goûts, les mêmes habitudes que Diana et Mary. Votre présence m'est toujours agréable. Et voilà quelque temps déjà que je trouve dans votre conversation un réconfort salutaire. Je sens qu'il me sera facile et tout naturel de faire place dans mon cœur à ma troisième et plus jeune sœur. Je vous remercie. Voilà de quoi me contenter pour ce soir. À présent, il vaut mieux que vous partiez, car si vous restez plus longtemps, il se peut que vous m'irritiez encore. Je me méfie de vos scrupules. Et l'école, Miss Eyre, il ne reste qu'à la fermer, je suppose. Non, je garderai mon poste d'institutrice jusqu'à ce que vous ayez une remplaçante. Il sourit d'un air approbateur. Nous nous serrâmes la main et il s'en alla. À quoi bon raconter en détail les luttes que j'eus à soutenir, les arguments que je dus faire valoir pour arriver à régler la question de l'héritage selon mon désir. Ma tâche fut très ardue, mais ma décision était prise sans retour. Mes cousins, qui avaient bien dû sentir au fond d'eux-mêmes le bon droit de mon intention, avoir instinctivement conscience qu'à ma place ils auraient agi de même, finirent par se rendre compte que j'étais sérieusement et irrévocablement résolue à faire un partage équitable de cette fortune et en vinrent enfin à consentir à un arbitrage. On choisit Mr. Oliver et un avocat compétent pour juger cette affaire. Tous deux partagèrent mes vues. Je fus donc victorieuse. Les actes officiels de transmission furent passés et St. John, Diana, Mary et moi devînmes ainsi chacun possesseur d'une petite fortune. Contrairement à ce que je pensais, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai un programme chargé cet après-midi. Voilà, tout simplement. Et que cette lecture a été très agréable. Que j'ai aimé les émotions qui l'ont parcouru et qui m'ont parcouru aussi. Donc, je vais les conserver. Voilà. Si tous les héritiers se réfléchissaient et ressentaient la même chose, ça serait plus simple. Mais bon. Je crois que ce dicton « l'argent est le nerf de la guerre » peut avoir plusieurs sens. Si vous coupez un nerf, ça ne fonctionne plus. Donc si on n'est pas motivé par l'argent, on n'a pas forcément envie de faire la guerre non plus. Je parle d'héritage parce qu'après il y a d'autres passions qui viennent nourrir ça. Voilà, qu'est-ce que je m'égare, comme toujours je m'égare. Allez, j'arrête. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'ai hâte de lire la suite, la conclusion. On arrive à la fin de Jane Eyre. Voilà, c'était bien. Bon, c'est vrai que j'avais deviné depuis leur rencontre, mais cela dit, c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Et c'est quand même
les émotions sont quand même là quand on lit ça. Donc formidable. Voilà, je vous remercie. Ah non, j'avais dit que je terminais toujours par un petit poème que cette semaine. Sauf que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup cette semaine. Beaucoup de fatigue. Alors, j'ai fait 2 lectures, mais c'est pas grave. Alors, Georges. En mer. Ah, proposez-nous donc un thème, disait ma voisine et sa sœur. Est-il suffisant que l'on s'aime, encore faut-il ouvrir son cœur. Le bateau passait près d'un pont et je crus délicat de dire « La mer empêche le poisson de voir le ciel ». Je trouve pire le sort des oiseaux qui n'ont rien qu'une branche toujours fragile pour calmer leur chantante faim d'espace fou, dit l'ustensile. De grandir sans apercevoir le bout de son nez ridicule. L'heure du thé nous fit bien voir qu'on peut tout soulever. Turbule, nom de chien porté par un nègre, vint rompre ce triste discours, dehors le vent tournait allègre comme une orange après l'amour. Ce n'est pas cela que j'attends, de la vie à l'odeur forte, couleur de lilas veuve morte, tu m'indiffères, printemps. L'algue marine et les vents qui viennent frapper à ma porte, l'amour que le diable l'emporte, me sont plus émoustillants. Homme qu'un désastre habite, mes vœux de nulle saison ne se soucient. Ma prison, ce corps qu'un feu noir excite, rien ne peut changer le sort, sinon toi, mort de ma mort. Je prends ailleurs. Rivière, d'un amour que j'eus, vous possédez toute innocence, volupté, fraîcheur, innocence, votre malice. Quand je pense au dur galet virevoltant, il est dans mon cœur maintenant, qui fit obstacle à ma jeunesse, j'en bénis toute maladresse et je souris. Ce n'était rien qu'un filet d'eau qui coule, loin de la mer, folle amertume, ce n'était rien. Mais quelle fume longtemps l'aube des premiers jours, espadrilles, belles amours. J'aimerais autre chose. Comment sont les autres, font les autres, vivent les autres, si c'est comme moi et qu'ils font cette tête souriante quand je les vois, alors oui, nous sommes tous damnés. Car mes jours et mes nuits, je ne les souhaite à personne. Je ne suis pas malheureux, restez calme, je vous en prie. Non, ce n'est pas cela que je veux dire, mais nous sommes vraiment seuls à penser certaines choses qui nous empêchent de croire en quoi que ce soit, vraiment seuls, à se croire seuls, à les penser, c'est que tout le monde les cache. Et comment allez-vous, cher ami? Beau temps et pluie, c'est la saison. Ce n'est pas mépris. Même l'amour y a sa part. Si l'on n'aimait pas, on ne penserait pas ces choses. Non, c'est tout simple et positivement horrible. Se suicider en devient ridicule. Allez, pour terminer, il a une voiture depuis peu. Il est en vacances. Tous les matins, il vient faire le ménage de sa voiture. Il rentre d'abord dedans, sort le bras gauche, met la main sur le toit et tapote avec 3 doigts en sifflotant. Il est content. Puis il sort. Il la regarde, en fait le tour, la caresse, il l'aime. Il lui flanquerait une petite panne avec plaisir, rien que pour pouvoir lui traficoter le ventre et se servir des outils tout neufs dans le bel étui. On se demande où est sa femme pendant ce temps-là. Ah non, alors pour Frédéric, je suis tout nouveau sur la terre. Je ne connais pas ta misère. Tu me regardes, je souris. Le grand amour est à ce prix. Tu me demandes, je te donne. Puis je m'endors dans mon berceau. Je me moque quand tu résonnes. Je suis en l'air, tu es en haut. Rien ne me touche quand tu parles. C'est ta grimace que je vois. Que tu dises Marseille ou Arles, c'est même ville, même voix.
J'attends d'être grande personne, rien ne presse, tout vient à point. Et quand j'entends l'heure qui sonne, elle me dit « Va, ce n'est rien, ce n'est qu'un vagabond qui passe à travers les chiffons du temps et de sa canne l'âme lasse en froisse certain, doucement. Je suis voyou, je suis voyelle, je sais vivre dans tous les sens, comme reine d'échecs. J'épelle les premiers mots de l'existence. Ils sont propres comme un caillou, comme un chou blanc, comme un genou. Vierge encore de toute chute, c'est avec l'ange que je lutte. » Bien. Merci beaucoup, Georges. Merci. Hop là. Je vous remercie beaucoup aussi et je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle soirée, une merveilleuse nuit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Voilà. Merci, attention, comme d'habitude. Non, moins de bruit là.